Devenir la meilleure version de vous-même afin de mieux saisir les opportunités que la vie vous offre. Guide pratique pour vous épanouir en harmonie avec vos besoins et vos envies. Par Calypso Belmondo. Pour progresser dans la vie, il est essentiel de bien se connaître, et cela nécessite de consacrer du temps à soi. La transformation commence, en effet, par notre aptitude à identifier nos véritables désirs dans la vie. Bien que cela puisse sembler surprenant, de nombreuses personnes ont du mal à reconnaître leurs véritables souhaits. Il arrive souvent que nous ayons des idées claires sur ce qui ne nous plaît plus, mais que nous ayons du mal à définir nos véritables envies. C'est pourquoi il est essentiel de renouer avec soi-même. Il est également important de porter une attention particulière aux signaux d'alerte. Épuisement professionnel, sentiment de vide, conflits fréquents au sein du couple. Certains de ces symptômes indiquent que quelque chose dans notre vie ne fonctionne pas, que nous sommes en situation de blocage. Cet éveil vise à devenir une chance de faire évoluer une situation. Reconnaître que notre vie actuelle ne nous satisfait pas ne signifie pas échec, mais seulement que nous sommes allés jusqu'au bout de cette étape. Aller vers autre chose implique d'abandonner une certaine forme de déni concernant notre existence, et c'est très courageux. Mais étrangement, dès qu'il s'agit de changement, la peur se manifeste. En effet, pour un grand nombre de personnes, cela signifie qu'elles pourraient perdre quelque chose. Le changement n'implique pas forcément une dégradation ou une perte. C'est une croyance bien ancrée et qui est pourtant fausse. En effet, la majorité des événements favorables qui se produisent dans nos vies découlent d'un certain risque pris. Que ce soit une opportunité dans notre carrière, la rencontre d'un partenaire sentimental ou l'achat d'un bien immobilier. Il est donc important d'identifier les signes, de trouver le courage de ne pas se mentir et de réajuster nos priorités pour favoriser notre ascension, en nous détachant de ce qui nous pèse et nous retient en arrière. Et pour cela, il faut aller à la rencontre de soi. Avoir le courage d'examiner votre situation actuelle. Il est important d'être en cohérence avec ce que vous désirez sincèrement. Curieusement, définir ce que nous voulons vraiment est généralement plus compliqué que de discerner ce que nous ne désirons plus. Néanmoins, pour votre évolution, il est impératif de comprendre ce que vous ne voulez plus et de déterminer ce que vous aspirez à atteindre. Ainsi, le premier pas est de se détacher de ce que vous n'êtes plus, de l'individu que vous ne voulez plus représenter, des activités que vous ne souhaitez plus faire et des expériences que vous ne voulez plus connaître. Beaucoup de personnes déclarent ne plus se reconnaître, ne pas aimer la version d'elles-mêmes qu'elles incarnent, avoir le sentiment de s'être perdues de vue, entraînées dans une spirale qui les a éloignées de leur véritable essence. Il est donc crucial de vous libérer des éléments qui vous ralentissent, vous transforment et entravent votre évolution. Il convient donc de vous débarrasser de tout ce qui vous éloigne de votre identité profonde. Ainsi, il est important d'accepter votre vulnérabilité et de ne plus vous cacher sous un masque. Vous devez dévoiler votre véritable personnalité et pour cela quitter votre carapace. Cela nécessite une introspection profonde et, avec sincérité, d'accepter la réalité de votre situation présente. Pour cela, il est essentiel de prêter une attention particulière aux mensonges que vous racontez aux autres, à ceux que vous vous imposez et à ceux que vous acceptez de la part des autres. Il faut donc détisser la toile d'illusions que vous avez élaborée autour de vous. Dans ce but, accordez-vous un moment pour dresser la liste des mensonges auxquels vous avez adhéré jusqu'à maintenant. Ce sont des récits banals que vous embellissez et partagez pour ne pas rester à l'écart. Des raccourcis pour éviter de fournir des explications trop longues. Des petits mensonges pour avoir la paix ou par habitude. Parfois, ils sont motivés par le désir de plaire, la crainte de décevoir, pour esquiver la vérité ou pour préserver votre ego. Lorsque vous affirmez votre amour à quelqu'un, alors qu'en réalité, vous souhaitez mettre fin à la relation. Lorsque vous déclarez que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Lorsque vous affirmez aimer votre travail tout en vous y rendant sans aucune motivation. Quand vous dites que rendre ce service ne vous pose pas de problème, alors qu'en réalité, cela vous dérange. Quand vous parlez de vos incroyables vacances ensoleillées sur les réseaux sociaux alors qu'il a plu durant toute la semaine. Lorsque vous embellissez le récit d'un événement. Vous trompez votre audience. Étant donné que vous ne montrez pas une transparence totale et que vous ne révélez pas vos véritables émotions, comment les autres peuvent-ils vraiment vous comprendre? Comment peuvent-ils satisfaire vos besoins? Vous établissez ainsi une distance avec les personnes qui vous entourent et en résulte que la relation est faussée. 2. Les mensonges que vous vous racontez. Il s'agit de petits mensonges pratiques pour ne pas faire face à ce qui vous dérange, pour échapper à la vérité qui fait mal. Ce sont de petites inexactitudes que vous aspirez tellement à rendre vraies, que vous finissez par les croire vous-même. En effet, vous arrivez à vous dire que finalement, votre travail n'est pas si mal, que d'autres galèrent davantage, que vous n'avez pas assez de diplôme pour espérer mieux. Que vous êtes trop vieux pour quitter votre conjoint, que vous restez pour les enfants, que cela vous obligerait à vendre la maison dans laquelle il y a tous les souvenirs. Toutes les raisons que vous invoquez pour remettre à plus tard vos tâches et projets. Un plus tard qui, bien souvent, ne se montre jamais. En résumé, vous réussissez à formuler des justifications particulièrement convaincantes. Au point de vous en persuader vous-même. Dans ces circonstances, c'est en raison de votre résignation que vous vous mentez à vous-même.
Ainsi, vous n'avancez pas et vous finissez par accepter votre condition. 3. Les mensonges que vous acceptez des autres. Ce sont les propos tenus par d'autres que vous avez acceptés et qui, parfois, ont exercé une grande influence sur vos choix. Lorsqu'on vous disait qu'il était préférable de ne pas poursuivre vos études dans un secteur, en raison du manque de débouchés. Quand on vous conseillait d'abandonner la musique ou de ne pas poursuivre des leçons de théâtre en raison de votre absence de talent. Quand on vous dissuade de créer votre propre entreprise en invoquant la complexité des démarches, la situation économique défavorable ou les risques encourus. Les moments où l'on vous conseille d'abandonner vos rêves parce qu'ils sont destinés à ceux qui ont des relations, tout en insinuant que vous venez d'un milieu qui ne permet pas de telles ambitions. Quand on vous conseille de ne pas abandonner votre partenaire, parce que les enfants vous jugeront. Ce sont des illusions que vous avez acceptées par commodité. Par conséquent, vous vous sentez justifié de ne pas avoir tenté d'aller au-delà. Cependant, cela a pour conséquence que vous n'êtes pas devenu la personne que vous souhaitiez être. Retenez cela. Les mensonges, peu importe leur provenance, vous entraînent inéluctablement vers une existence dans laquelle vous vous enfermez. En résulte que vous vous enfoncez dans la routine et dans une certaine solitude. Vous devenez un étranger pour vous et pour les autres. Puis finissez par fonctionner sur pilote automatique. Parfois même, afin de fuir la réalité et d'échapper à l'introspection, vous avez tendance à vous occuper sans cesse, en vous perdant dans la lecture, devant la télévision, dans la nourriture ou à vous noyer en consommant notamment de l'alcool. Tout est bon pour ne pas prêter attention à vos émotions. Mais en vous mentant, vous réduisez vos chances de trouver des réponses et des solutions à vos difficultés. Donc il est nécessaire que vous fassiez face avec honnêteté à la réalité brute de votre situation actuelle, de ce qui vous déplaît dans votre vie, de vos émotions, de vos actions et il est indispensable de les accueillir avec bienveillance. 2. Faire de soi une priorité. La première étape pour réussir votre vie consiste à travailler sur votre relation avec vous-même. L'image que vous avez de vous-même est essentielle, et votre bonheur ainsi que votre succès dépendent indéniablement de l'amour que vous vous accordez. Nous avons tendance à donner plus d'amour aux autres qu'à nous-mêmes alors que nous devrions être notre priorité. Retenez donc que l'amour que nous nous portons est le pilier d'une vie réussie. La manière dont vous vous percevez contribue à façonner votre comportement, et influence ainsi vos décisions, y compris celles liées à vos relations personnelles. Il est par conséquent indispensable de vous connaître, de vous accorder du temps, d'être bienveillant avec vous-même. Bien souvent, vous traitez les autres de cette façon, alors pourquoi ne pas le faire pour vous? Sans l'ombre d'un doute, vous aimez, agit sur la façon dont vous vous traitez. Si vous avez une bonne opinion de vous, cela vous aidera à prendre les meilleures décisions pour vous et, parmi elles, il y a le choix de la personne avec qui vous déciderez de partager votre vie, le travail que vous choisirez, les amis dont vous allez vous entourer. Si l'image que vous avez de vous est médiocre, vous accepterez la médiocrité, car vous penserez que vous ne méritez pas mieux. Le manque d'amour de soi crée aussi une dépendance affective envers les autres, car nous attendons des autres de combler ce vide et pour cela, nous acceptons tout, même de nous brader ou de choisir un compagnon de route qui ne nous correspond pas. Lors de mes consultations, il n'est pas rare que la personne me confie être en couple parce que l'autre l'aime. Ce qui implique que le consultant s'aime à travers l'autre, parce qu'il est touché par l'amour de l'autre, par son dévouement, voire étonné qu'on puisse l'aimer. Ce genre de relation instable, où la réciprocité fait défaut, se solde inévitablement par une séparation. Pour qu'un couple soit équilibré, il faut une réciprocité sincère. Si vous ne vous aimez pas et que d'autres vous maltraitent, vous penserez alors que c'est normal. Et plus vous aurez une image négative de vous, plus vous serez malmené par les autres et plus cela vous éteindra à petit feu. Néanmoins, retenez que vous êtes une étoile et vous avez le droit de briller aussi intensément que les autres. Lorsque nous nous sous-estimons, nous pensons être moins intelligents, nous n'osons pas prendre la parole lors de réunions, nous ne savons pas nous affirmer auprès de notre entourage, nous n'arrivons pas à partager une opinion ou prendre une décision, nous craignons le jugement des autres. Le manque d'estime nous paralyse, nous prive de beaucoup de choses et forcément nous empêche d'aller vers ce que nous sommes au plus profond de notre être. Donc il vous faut prendre dès maintenant conscience de l'importance de vous aimer pour la bonne construction de votre vie. Pour cela, il faut vous accorder du temps, vous écouter, vous respecter, vous imposer comme étant votre priorité. Comment s'aimer? L'estime de soi repose sur 3 points, la confiance en soi, la connaissance de soi et le sentiment de compétence. Pour s'aimer, il faut se connaître. Il est fondamental de reconnaître votre situation actuelle et votre véritable être, pour vous orienter vers la direction que vous désirez réellement explorer. Cela commence par être à votre écoute, être capable de prendre du recul, d'ôter le manteau chaud et confortable de mensonges dans lequel vous vous êtes enveloppé, mais surtout d'être attentif à vos instincts et à vos intuitions. Cela nécessite forcément de se faire confiance. Bien vous connaître permet aussi d'être aimé des personnes qui vous correspondent et qui vous méritent. Cela vous garantit un entourage qui vous apprécie pour la personne que vous êtes réellement. Par moments, il est triste de constater que nous avons abaissé nos critères pour mieux nous conformer et nous intégrer dans le cercle de notre entourage. Parfois, on se brade, on s'oublie. Il faut aussi connaître votre propre valeur, vos besoins pour fixer des objectifs qui vous correspondent.
C'est seulement en connaissant véritablement vos envies, vos aspirations que vous parviendrez à faire les meilleurs choix pour vous. Cela vous attirera vers qui vous êtes véritablement et, par conséquent, vers celui ou celle fait pour vous. Seule une personne équilibrée trouvera une relation stable et saine. En effet, pour faire la rencontre qui vous correspond, il faut que vous soyez vous et non ce que les autres attendent de vous. Si vous n'êtes pas en adéquation avec vos propres valeurs, si vous ne vous révélez pas, les autres ne vous aimeront pas pour ce que vous êtes véritablement. Vous serez un mensonge et vos relations ne seront alors construites que sur ce mensonge. Avant de chercher des réponses à l'extérieur, il est primordial de se tourner vers l'intérieur et d'explorer votre âme. B. Le pouvoir du pardon. Il faut être bienveillant avec vous-même, c'est-à-dire vous pardonner vos erreurs. Vous êtes capable d'indulgence envers les autres, alors pourquoi pas avec vous? Pour cela, rappelez-vous que vous avez fait de votre mieux au moment des faits. Refaire l'histoire ne sert à rien. Il est indispensable d'accepter ce qui est fait. Selon ce qu'il s'est passé, si vous en éprouvez la nécessité et si vous en avez la possibilité, vous pouvez tenter de corriger. Si, par exemple, vous avez fait un mauvais choix ou si vous avez causé du tort à une personne, vous pouvez essayer de réparer cela. Si vous avez eu des propos blessants, il est toujours possible de présenter des excuses. Reconnaître ses erreurs, s'excuser, c'est l'opportunité d'obtenir le pardon. Tout le monde a fait du mal à un moment de sa vie et, après cela, toute personne normalement conçue se sent mal. La conscience de notre faute et du tort que nous avons pu causer nous fait culpabiliser. C'est un sentiment négatif qui nous plombe et nous assombrit, car nous le portons forcément en nous. Vous avez le droit de vous emporter, de faire une gaffe, de commettre une erreur dans la précipitation, de mal gérer une situation sur le moment. Ce n'est pas grave. L'essentiel est d'avoir l'humilité de le reconnaître. Ce qui compte dans ce genre de situation, c'est la gestion post-crise. Il ne faut surtout pas vous replier dans vos retranchements, derrière des émotions négatives comme le mépris, le déni ou encore la colère. Il faut donc reconnaître le mal que vous avez pu causer et vous pardonner, mais surtout savoir présenter des excuses. C'est toujours très difficile de reconnaître devant l'autre que nous avons eu tort et de lui présenter des excuses. Cela demande courage et humilité, mais, automatiquement en admettant notre erreur et le mal engendré, nous ressortons grandis, en paix, et cela fait redescendre les tensions. De même qu'il faut savoir présenter ses excuses, il faut être capable de pardonner à celui qui en fait la demande. Comme je le souligne plus tôt, cela demande du courage de reconnaître s'être trompé. À ce titre, il n'est pas nécessaire une fois les excuses prononcées de jouer sur la culpabilité de l'autre juste par vengeance, ego ou autre motivation futile. Vous pouvez lui dire des phrases telles que « Je sais que demander pardon est difficile et je suis sensible à ta démarche et, bien évidemment, je te pardonne. J'apprécie que tu reconnaisses que tu as pu être blessant et ou t'être trompé et j'accepte tes excuses. » Vous pouvez, sans trop en jouer, lui faire comprendre à quel point cela vous a affecté. Tu m'as beaucoup blessé et vexé, je l'ai vécu comme une injustice, j'ai trouvé ta réaction excessive, tes propos démesurés, mais j'accepte tes excuses. Vous pouvez aussi avoir été excessif et en retour présenter des excuses. J'ai moi aussi mal réagi, je n'aurais pas dû dire cela, je te présente également des excuses. Accorder le pardon aux autres, c'est une manière de se protéger, c'est se soigner, c'est l'acte le plus puissant que vous puissiez réaliser face aux offenses. Si vous êtes imprégné de ressentiment et de haine, cela vous contrôlera et vous empêchera de grandir pleinement. Les sentiments négatifs que vous pouvez réprimer peuvent vous abîmer psychiquement et physiquement. Cette énergie négative passe d'abord par vous et elle vous tire inéluctablement vers le bas. Le pardon est donc le remède le plus efficace pour retrouver une paix intérieure. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à faire la tête. Gardez votre énergie pour ce qui vous porte vers le beau, vers la lumière, la joie. Si vous avez fait un mauvais choix, laissez passer une opportunité, échoué, vous devez accepter cette erreur d'appréciation, vous rappeler pourquoi. À ce moment-là, vous avez pris une autre décision. Il est vrai qu'après réflexion, les choses semblent souvent faciles, mais gardez à l'esprit le contexte dans lequel vous avez effectué ce choix. L'échec ne doit pas être perçu comme l'antithèse de la réussite, mais comme un élément fondamental de votre parcours de transformation, une nécessité et une opportunité d'apprentissage. Ceci à condition de continuer d'avancer, de se réadapter à la nouvelle situation, de persévérer. On a toujours à apprendre de l'adversité. L'erreur et l'échec sont donc nécessaires pour grandir. Ne laissez jamais votre passé vous immobiliser. Au contraire, tirez parti des leçons qu'il vous a enseignées pour emprunter le chemin qui vous est destiné, celui qui vous révélera. Concentrez-vous sur ce qu'il vous reste et sur les connaissances que vous avez acquises, et ne vous attardez pas sur ce que vous avez perdu. Tout le monde s'égare, se trompe de route à un moment ou à un autre, mais il n'est jamais trop tard pour se remettre dans la lumière. Vous devez faire le deuil de certains morceaux de votre vie, de vos relations terminées, des occasions manquées. Fixez-vous sur l'avenir. Surtout, gardez à l'esprit que dès qu'une volonté émerge, un sentier se dévoile. Il est nécessaire également d'intégrer le fait que sur votre route, il y aura toujours de nombreuses bifurcations. Certains chemins seront moins chaotiques que d'autres, et si vous avez pris la mauvaise voie, un chemin sombre par le passé, retenez que devant vous,
Il y en a encore d'autres qui mènent au bonheur, à l'épanouissement, à votre accomplissement. Votre existence n'est pas ruinée à cause d'une mauvaise décision. Votre vie n'est pas scellée, elle ne s'interrompt pas à cause d'une simple défaillance. Une mauvaise page ne remet pas en cause l'intégralité de l'histoire de votre vie. Vous n'avez pas encore goûté à tous les magnifiques instants que la vie peut vous proposer. De nombreuses belles expériences vous attendent encore. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves et devenir la personne que vous désirez. Parfois, vous pouvez être dérouté par des impondérables, vous pouvez avoir l'impression que votre vie est bloquée, que vous n'avancez pas ou que vous êtes empêché d'aller vers vos objectifs. Là encore, gardez bien à l'esprit que les choses ne se passent jamais selon nos plans, il ne pas s'obstiner quand ça ne marche pas, il est alors préférable soit de tenter autrement ou de tenter autre chose. Face à un blocage, interrogez-vous sur ce que vous devez apprendre et ce que la vie essaie de vous transmettre à cet instant précis. Il est aussi inutile de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer. C'est prendre soin de vous et écouter vos besoins. Il vous faut impérativement connaître vos blessures, les accepter, les confronter pour réussir à les digérer. Pour cela, vous pouvez parfaitement vous faire aider par un psychologue, psychiatre ou encore un psychanalyste. Vous pouvez aussi avoir recours à la méditation. Il vous appartient de trouver ce qu'il vous fait du bien. Il est nécessaire également d'assumer les situations ridicules, et même d'apprendre à en rire. Rire de soi est une arme formidable pour dédramatiser une situation. Si une personne se moque de vous, après une scène gênante, tournez cela en dérision et n'hésitez pas à lui répondre. Tu arrives trop tard, je suis passé avant toi. Et encore, tu n'as pas tout vu. Et encore, tu as raté le meilleur. Je peux faire mieux, mais je n'étais pas en forme. Retenez bien que tout le monde connaît à un moment ou un autre des moments embarrassants. Il est aussi nécessaire d'accepter vos défauts et de savoir vous complimenter lorsque vous accomplissez de belles choses. Regardez vos qualités. Souvent nous nous concentrons plus sur ce que nous n'aimons pas chez nous, que ce que nous aimons et ceci fait que nous manquons de confiance en nous. Une mauvaise estime de vous générera une vie compliquée et ne permettra pas de faire la rencontre qui vous correspond ou le choix professionnel qui vous convient. Connaître votre valeur vous permettra plus aisément d'être à votre place. Concentrez-vous donc sur vos qualités, vos capacités, vos réussites et sachez les mettre en valeur. Placez-vous devant une glace et à voix haute, listez ce que vous aimez chez vous. Ce peut être vos yeux, vos mains, vos cheveux, votre rire, votre loyauté, votre ponctualité, votre sens de l'humour, votre don pour le chant, votre capacité d'analyse, vos capacités d'écoute et de conseil, votre courage, votre résilience, votre ambition, votre bienveillance, votre honnêteté, votre parcours, etc. Listez ensuite vos succès, vos diplômes, le permis de conduire, un concours, un projet accompli, un exploit sportif, un plat que vous avez cuisiné pour vos amis, un entretien d'embauche, la décoration de votre appartement, votre cercle d'amis, etc. Il n'y a pas de petits accomplissements. Il ne faut pas mettre toute votre attention sur le sommet que vous vous êtes fixé. Ne reniez pas vos petits succès du quotidien. Il est important de savoir vous féliciter. Parlez-vous. Complimentez-vous. Riez avec vous et même de vous. Regardez-vous. Portez-vous de l'intérêt. Souvent, je recommande à mes consultants d'avoir pour objectif de se fixer une satisfaction par jour. Je conseille alors d'établir une liste de choses à accomplir, des choses qu'ils repoussent tout le temps et de faire en sorte d'avoir une fois par jour à barrer un de ces objectifs après l'avoir réalisé. Ce peut être la réservation des vacances, faire du tri dans la cave ou dans les papiers, payer ses factures, rédiger un courrier, prendre un rendez-vous médical, terminer un dossier au travail, s'inscrire à une activité, aller à la salle de sport, téléphoner à quelqu'un, rendre visite à un proche, lire ou relire un livre, vider les cartons qui s'empilent dans le garage. Ce qui compte, c'est que lorsque le soir arrive, vous vous couchiez satisfait en vous disant « ça, c'est fait ». Se coucher en ayant le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'utile dans sa journée, en éprouvant un sentiment de satisfaction est très important. Pour ceux qui occupent le même emploi depuis longtemps, qui ne s'y épanouissent pas, qui sous-estiment leur travail, se sentent dévalorisés ou encore qui pensent ne pas avoir de compétences pour espérer mieux, je leur suggère de rédiger leur CV. La rédaction du CV permet déjà de se rendre compte que nous avons plus de compétences que nous le pensions. Pour celles qui veulent aller plus loin, je suggère encore de l'envoyer à diverses entreprises. Si la personne obtient un entretien, je lui conseille alors de s'y rendre et ce même si elle ne compte y donner suite. Ce défi lui permet de connaître sa valeur et de s'évaluer dans le monde professionnel. Peu importe la suite de cet entretien, ce qui compte ici, c'est qu'elle devra parler d'elle, se mettre en avant, se valoriser. Bien souvent, c'est un exercice que les gens ne savent pas faire, par pudeur, méconnaissance de leur propre valeur, manque de confiance, une mauvaise estime d'eux. Dans cet exercice, mes consultants se retrouvent obligés de parler d'eux, de se mettre en avant, et cela les met face à eux-mêmes. Ils sont, en effet, contraints de se regarder, de se porter de l'attention,
à faire face à leurs compétences et qualités que bien souvent, ils méprisent. Cela peut permettre aussi, à la personne d'avoir une autre approche de son travail et elle se rendra compte de son utilité. Il est important de comprendre le sens de votre travail, pourquoi vos missions et ce qu'elles apportent à l'entreprise. Il faut donner du sens à votre poste et, pour cela, lister vos missions sur papier et les compétences qu'elles demandent peut vous y aider. Cela vous permettra de reprendre confiance, cela peut même susciter l'envie de progresser, de passer des concours internes, de postuler sur d'autres postes plus élevés ou même de demander une augmentation. Faire un bilan de compétences est aussi une occasion de s'évaluer et de mettre en avant vos capacités et vos connaissances. En cumulant toutes vos expériences et les compétences qu'elles exigent, que ce soit dans vos jobs d'été, vos activités dans des associations et ou extrascolaires, vos passions, vos différents postes occupés, vous verrez que vous avez plus de connaissances et de capacités que vous le pensiez. Grâce à ces qualités, ajoutées à votre personnalité, la personne qui vous accompagne dans cet exercice peut même vous aider à savoir quel genre d'emploi peut vous convenir. Cela peut vous aider à une reconversion vers un poste dans lequel vous serez plus épanoui, plus en adéquation avec vous-même. Dès aujourd'hui, prenez une feuille et notez votre parcours de l'école à maintenant, en passant par vos activités, vos engagements associatifs, sportifs. Les langues parlées, vos voyages, vos diplômes. Détaillez vos postes, leurs missions et compétences qu'ils exigent. Très rapidement, vous vous apercevrez que vous avez un savoir-faire et des capacités. Faites-le pour vous et non pas pour vous mesurer aux autres. La tendance est de nous valoriser par rapport aux autres, mais nous avons tous nos propres qualités et défauts, notre propre parcours, des expériences uniques. Vos plus peuvent être des moins chez d'autres. Il est donc inutile de regarder ceux qui vous entourent comme des faire-valoir alors que vous devriez valoriser vos propres qualités et compétences. Connaître vos propres valeurs permettra aussi de vous fixer des objectifs réalisables et donc d'éviter les échecs qui pourraient encore alourdir la mauvaise opinion que vous vous portez. Avoir une bonne image de vous facilitera vos relations puisque vous ne vous sentirez ni inférieur ni supérieur à ceux qui nous entourent. Il est aussi très important de faire des choses qui vous plaisent, de vous accorder du temps. Gâtez-vous. Prenez soin de votre corps, pratiquez un sport, utilisez des crèmes pour la peau, allez chez le coiffeur, mangez sain. Se respecter, c'est aussi respecter son corps. Prenez soin de votre morale, évadez-vous, lisez, promenez-vous dans les bois ou dans un parc, achetez-vous votre pâtisserie préférée, passez du temps avec vos amis. Installez-vous sur un banc dans un square ou une terrasse de café et observez la vie, la nature et humez ces instants. Débranchez le téléphone, accordez-vous des après-midi devant votre série télévisée préférée. Il est important de trouver du plaisir dans les petites choses. Appréciez la splendeur et les moments magiques que la vie de tous les jours peut offrir. Un sourire, un oiseau, un coucher de soleil et un bon dîner. Appréciez d'être seul avec vous-même et ne vous privez pas non plus d'aller au théâtre ou au cinéma sous le prétexte que personne ne peut vous accompagner ou que personne n'est attiré par le thème. Allez-y seul et profitez de ce moment. Apprenez à passer du temps avec vous et à apprécier votre compagnie. Ne raccrochez pas votre bonheur, vos plaisirs dans les mains d'autres, ne vous bradez pas non plus pour être accepté. Interrogez-vous. Est-ce que vous aimez la version de vous-même quand vous êtes avec vos amis, votre famille, vos collègues et votre compagne ou compagnon? Êtes-vous entouré de personnes qui vous conviennent? Votre cercle social vous correspond-il? Qu'est-ce qui revêt le plus d'importance? Être accepté pour ce que vous n'êtes pas ou pour ce que vous êtes vraiment? Il est crucial de vous entourer de gens qui vous correspondent, pas qui vous ressemblent, pas qui vous obligent à devenir quelqu'un d'autre, mais des gens qui vous correspondent. N'oubliez pas de valoriser vos véritables amis. Il n'y a aucune obligation pour les gens d'être à vos côtés, alors soyez compréhensifs envers ceux qui refusent de l'être et montrez votre reconnaissance à ceux qui sont là et qui vous respectent. Le bonheur ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais plutôt à la manière dont on les affronte. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à vos souffrances et d'identifier les causes des dysfonctionnements dans votre vie. Je vous recommande de tenir un carnet dans lequel vous écrirez vos pensées et vos préoccupations, en remontant à leurs causes et de lister les solutions possibles pour les résoudre. Dans tous les cas, une solution existe. Faites toutes les choses qui vous apportent du plaisir et qui boostent votre morale. Vous êtes ce que vous pensez, vos pensées font ce que vous devenez. Allez vers le positif et vous serez positif. Éliminez tout ce qui peut être toxique dans votre logement. Aérez, laissez le soleil l'inonder dès que cela est possible. Évitez tout ce qui vous vampirise. Écoutez le moins possible les informations qui peuvent être anxiogènes, faites un grand ménage, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, jetez les papiers que vous gardez depuis des années et qui n'ont plus rien à faire chez vous, les papiers d'un divorce prononcé il y a 15 ans, une lettre de rupture qui date également, des courriers houleux d'un conflit passé, de vieilles factures ou vieilles lettres de relance. Même si ces documents sont classés au fond d'un carton que vous n'ouvrez jamais, ils sont là et une part de vous le sait et cela peut amener de l'anxiété. Évitez de mettre en évidence les photos des défunts et préférez les ranger dans un tiroir à portée de main pour que vous puissiez les regarder lorsque vous en éprouvez le besoin. Dans votre chambre, n'amenez jamais de travail, cette pièce est consacrée au repos et au bien-être. Les couleurs doivent y être douces, pastel en aucun cas vives ou agressives.
Débarrassez-vous de tout ce qui est anxiogène. En effet, l'anxiété nous paralyse, tandis que pour embrasser le bonheur, il est nécessaire d'agir. Pour chaque pensée que vous allez créer, vous recevrez un retour d'énergie du même genre. Au travail, aménagez-vous un espace intime, par exemple, mettez une plante sur votre bureau, la photo de proche ou de votre animal de compagnie, apportez votre tasse ramenée des vacances pour y prendre votre café ou votre thé. Gardez un temps dans la journée pour couper et vous réaligner. Pour cela, vous pouvez prendre votre bouquin pendant votre pause, profitez de la coupure repas pour vous promener. C'est important de se projeter, il faut que vous ayez des rêves et des projets, mais ne méprisez pas le présent et sachez apprécier les moments de joie qu'il vous offre. Si l'on projette trop dans le futur et qu'on se laisse emporter par ses rêves, on peut passer carrément à côté. Ne concentrez pas toute votre attention sur les problèmes futurs. Que ce soit un examen, une audience judiciaire ou un entretien d'embauche. S'en préoccuper trop tôt ne fera pas disparaître le stress à venir, mais affectera votre bien-être actuel. S'inquiéter longtemps avant de réaliser une tâche, comme prendre la parole en réunion, passer un examen ou participer à un entretien, est vain. En général, votre imagination exagère la situation, ce qui entraîne anxiété, stress et immobilisme. Et quand vous êtes réellement face à la situation que vous redoutiez tant, vous réalisez que ce n'était pas si effrayant que ça. En vous y rendant, dites-vous que c'est un mauvais moment à passer et qu'il y aura un après. Ce rendez-vous n'est pas votre enterrement. Pensez aux petites choses que vous allez faire ensuite. Par exemple, aller nager, dîner dans un restaurant avec vos proches ou faire des emplettes. Il est important aussi de ne pas porter toute votre attention sur ce que vous ne contrôlez pas et ce que vous n'avez pas, sur votre passé ou dans des projets lointains. Regardez ce que vous avez. Le présent donne toujours des occasions d'être heureux. La vie se vit ici et maintenant. Les petites choses apportent souvent les plus grands plaisirs quotidiens. Vous pouvez vibrer dans de petits instants. N'oubliez pas, vous devez être bienveillant avec vous tout comme vous êtes capable de l'être pour les autres. Savoir refuser. L'estime de soi permet de se respecter soi-même et de se faire respecter. S'estimer permet de s'affirmer. S'accepter et se connaître permettent de refuser. Il est fréquent que des personnes que je rencontre me révèlent qu'elles ont du mal à dire non et par conséquent pour honorer des engagements, elles se retrouvent dans des situations compliquées. Dire oui à tout, tout le temps, peut vous conduire à vous retrouver dans une confusion permanente. Rendre service ne doit jamais être à votre détriment. Il est primordial de savoir refuser quelque chose que vous ne souhaitez pas faire ou qui pourrait être contraignante. L'envie de faire plaisir, de rendre service ne doit pas être à sens unique. Donner de votre temps, de votre énergie doit être motivé par la joie, la satisfaction. Ce n'est pas indu envers l'autre, ce ne doit pas être une contrainte. Vous ne devez pas accepter de faire quelque chose à contre-séure, en vous demandant quand ou comment vous allez vous y prendre, ni en renonçant à un projet pour honorer cette promesse. Si, au moment où vous acceptez, vous ressentez stress, angoisse ou autre sentiment négatif, ce n'est pas normal. Si c'est un retour de service, vous pouvez tout de même imposer des conditions en temps, en date. Être redevable ne fait pas de vous l'esclave de l'autre. À partir du moment où vous respectez les autres, vous avez droit d'exiger qu'ils vous respectent. C'est la base de toute relation saine. Par conséquent, les autres doivent accepter que vous ne soyez pas à leur disposition. Il faut savoir mettre des limites, vous ne pouvez pas toujours être là pour tout le monde. Lorsque vous refusez un service ou prenez une décision, vous n'avez pas à vous en expliquer, car justifier vos choix peut nuire à la manière dont vous vous évaluez vous-même. Ne vous sentez donc pas obligé de vous confondre en explications. Un « non ce n'est pas possible » doit suffire. Vous n'avez pas à vous excuser ni à vous justifier de faire de vous, votre famille, votre santé, une priorité. Vous devez choisir vos priorités et les imposer, aux autres d'accepter et de s'adapter. Mais même si sur le principe, nous n'avons pas à le faire, souvent nous en éprouvons le besoin. Je sais en effet, par expérience que pour beaucoup, c'est difficile. Alors je recommande des petites phrases toutes simples. Ce jour-là, je ne suis pas disponible. J'ai déjà d'autres engagements. Je ne suis pas certain de trouver le temps, peut-être devrais-tu t'adresser à une autre personne. Je ne sais pas faire, tu devrais t'adresser à quelqu'un d'autre. Au travail, si on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas dans vos attributions, vous pouvez répondre. Ce n'est pas dans mes missions et je ne suis pas certain de trouver le temps. J'ai pris du retard et je ne pourrai pas le faire. Je vais manquer de temps pour satisfaire à cette demande. Votre santé mentale doit toujours être plus importante que votre réussite professionnelle. N'oubliez pas que bien souvent ceux qui vous sollicitent se serviront de votre dévouement pour asseoir leur propre carrière. En effet, l'univers professionnel abonde en personnes perfides qui utilisent les autres simplement pour renforcer leur pouvoir et en vue de leurs propres ambitions. Il en est de même pour votre direction qui tire dans tous les cas tous les bénéfices de vos côtés trop serviables. Si vous acceptez d'accomplir la tâche, n'hésitez pas à faire comprendre que cela est contraignant et que ce sera possible sous certaines conditions. Si j'ai le temps. Je ne promets rien. Ça ne m'arrange pas, mais si j'ai un moment. Je pourrais le faire, mais après avoir accompli mes propres missions. Vous pouvez aussi suggérer d'autres solutions. Je ne peux pas, ça, mais, ça, oui.
Je ne peux pas pour ce jour-là, mais cet autre jour oui. Je ne peux pas, mais je sais qu'un tel est disponible ou qu'un tel sait faire, pourquoi ne pas lui proposer? L'essentiel est que vous ne vous sentiez pas obligé de le faire ou alors que cela s'applique dans vos conditions et après avoir mis d'abord sur la table vos priorités. Souvent, nous avons à cœur de respecter nos engagements, mais en prévenant avant, que cela nous est impossible ou que cela ne pourra être effectué que si nous en avons le temps, nous nous épargnons une obligation de résultat ou encore de sacrifier quelque chose qui nous tient à cœur pour satisfaire cet engagement. Et si l'autre n'est pas content, vous l'aurez prévenu et lui aurez laissé l'opportunité de s'adresser à d'autres et de trouver des solutions ailleurs. En cas de reproche, vous pourrez toujours répondre. Je vous t'avais prévenu que je n'étais pas certain de le réaliser dans ce délai, que je n'étais pas certain de trouver le temps, je vous t'avais suggéré d'autres solutions. En agissant ainsi, vous vous respectez puisque vous faites de vous votre priorité et vous vous faites respecter, car vous vous affirmez devant l'autre. Il est important de vous protéger et de protéger votre territoire intime. Cela nécessite de bien vous connaître et de différencier ce qui vous apporte satisfaction, bien-être et confort de ce qui est subi, déplaisir, contrainte ou encore facteur de stress. Vous imposer, comme étant votre priorité, n'implique pas un « c'est comme ça », à prendre ou à laisser, mais de s'adapter aux autres sans s'oublier. C'est simplement l'action la plus juste pour vous. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on ne s'accorde pas à soi-même. Retenez donc qu'il ne faut jamais oublier vos propres besoins ni les sacrifier pour prendre soin des autres, et plus particulièrement lorsque cela est récurrent, car vous finirez par vous convaincre que vos besoins ne sont pas importants. Or, c'est faux. Se faire respecter, c'est aussi retrouver de l'amour-propre. En guise de conclusion, n'oubliez pas que votre capacité à aider les autres dépend de votre propre épanouissement, alors veillez à en faire votre priorité. Adoptez pour vous-même les conseils que vous donnez aux autres. De nombreuses personnes sont douées pour prodiguer des conseils à leurs amis et à leur famille. Des recommandations qui, d'ailleurs, se révèlent bien souvent pertinentes. Mais étonnement, ces mêmes personnes, qui font preuve d'une profonde empathie et d'une écoute active, tout en ayant le don de trouver les mots appropriés pour autrui, se montrent généralement incapables de se secourir elles-mêmes. Il y a sûrement eu des moments dans votre vie où vous vous êtes retrouvé à prodiguer des conseils qui résonnaient en vous, car vous étiez familier avec la situation. Dans ces cas-là, la personne en face est toujours étonnée de la justesse de vos mots. Mais à votre avis, pourquoi est-il si simple pour vous de trouver les bons termes? C'est tout simplement parce que le message que vous voulez transmettre vous est bien souvent destiné. Nous avons tous tendance à recommander des idéaux auxquels nous aspirons, mais que nous avons du mal à mettre en pratique pour nous-mêmes. Alors, étant donné que la solution se trouve en vous, mettez en pratique vos recommandations. Attention à la codépendance. Interrogez-vous lorsque vous assistez les autres. Agissez-vous réellement dans leur intérêt ou est-ce que, de manière inconsciente, vous cherchez à vous apporter un bénéfice personnel? En effet, certaines personnes qui manquent de confiance en elles ressentent parfois le besoin d'aider leur entourage pour obtenir reconnaissance et gratitude. Cela leur permet de nourrir leur ego, tant pour elles-mêmes que pour les autres. Cela leur permet également de remettre leurs propres soucis et projets à plus tard. Une belle opportunité pour se voiler la face. Mais attention, cela peut rapidement devenir très périlleux, car pour ceux parmi vous concernés, je souligne que vous risquez de vous oublier en vous investissant trop pour les autres. De cette manière, vous négligez vos propres besoins et désirs en vous consacrant uniquement à ceux des autres. Et étant donné qu'il y aura toujours quelqu'un à soutenir, vous risquez alors de passer à côté de votre propre vie. En outre, à trop vous investir émotionnellement et à force d'oublier vos propres rêves, il existe un risque élevé à long terme de burn-out, qui pourrait conduire à une détérioration encore plus importante de l'estime que vous avez de vous-même. Il est essentiel d'établir des limites lorsque vous aidez autrui, même si vous faites preuve de beaucoup d'empathie. Avant de venir en aide à quelqu'un, prenez le temps de réfléchir à votre relation avec cette personne. En effet, là encore, il faut que la relation soit équilibrée. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être à sens unique. Il y a l'ami authentique qui traverse une période difficile et, à ce moment précis, il a besoin de soutien, mais ne peut pas offrir quoi que ce soit en retour. Il y a celui qui vous contacte constamment quand il traverse des moments difficiles, mais qui disparaît lorsque tout va bien pour lui. Il y a celui qui vous contacte constamment pour parler de lui, sans jamais s'enquérir de votre bien-être. Il ne faut plus vous embarrasser de ceux qui prennent toujours et sans jamais donner. Lorsque vous essayez d'aider ou même d'écouter une personne en détresse, vous lui donnez de votre temps et de votre mental. Elle puise dans votre énergie, et une fois qu'elle se sent rétablie, c'est vous qui êtes non seulement moralement épuisé, mais également qui avez renoncé à vos propres projets. Donc éloignez-vous des personnes qui vous entraînent vers le bas. Consacrez votre temps et votre énergie uniquement à ceux qui en valent la peine. En conclusion, retenez que pour être heureux, il faut être un minimum égoïste. En observant attentivement les personnes qui vous entourent, vous réaliserez d'ailleurs que beaucoup d'entre elles agissent de manière égoïste. Alors, pourquoi vous sentiriez-vous coupable de l'être aussi? Pourquoi éprouver de la culpabilité à l'idée de ne pas vouloir vous écarter de vos rêves et de vos priorités? Aider, oui, mais jamais au détriment de votre santé, de votre famille ou de vos objectifs. 3. Se débarrasser des sentiments négatifs.
Il ne faut jamais garder pour vous un sentiment négatif. La solution n'est donc surtout pas de les ignorer. Car plus ils seront refoulés, plus ils vous dévoreront et vous bloqueront. Il est par conséquent indispensable d'y faire face. Dans un premier temps, il vous faut les repérer afin de les gérer. Chaque émotion remplit une fonction spécifique. La peur. La peur est une émotion essentielle qui vous prépare, en anticipant, à faire face à des situations inconnues. Elle peut vous faire perdre vos moyens et compromettre une opportunité. Elle entrave votre évolution. Il est donc essentiel d'en discuter et de se préparer de la meilleure façon possible à cet inconnu. La peur, tout comme le stress, s'évapore dès que nous passons à l'action. L'anxiété, le stress. L'anxiété conduit à un sentiment de malaise et à une fragilité émotionnelle. Fréquemment, cela se manifeste par des signes physiques comme des palpitations et des douleurs au ventre. Comme mentionné précédemment, il est inutile de vous laisser submerger par cette émotion des semaines avant l'examen, l'entretien ou tout autre événement qui génère cet état. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous préparer au mieux pour cet événement. Retenez que plus vous anticiperez, plus votre imagination prendra le dessus. La peur et le stress se rejoignent souvent dans notre capacité à construire mentalement des scénarios alarmants, provoquant ainsi un état de panique. Pourtant, il est fort probable que le jour tant redouté, vous réalisiez que cela ne valait pas la peine de vous mettre dans un tel état. Cependant, votre quotidien aura été affecté pendant plusieurs jours, voire des semaines, avant. Une seule phrase a le pouvoir de relativiser la situation. Dans le scénario le plus défavorable, que pourrait-il se passer ? En répondant à cette question, la pression tend à diminuer. Que je rate mon entretien ? Je retenterai ma chance plus tard. Ou ailleurs. Que je rate mon examen ? Je le retenterai l'année prochaine. Toute votre vie ne se joue pas à cet instant. La culpabilité. La culpabilité, en principe, vous laisse avec le goût amer d'avoir mal agi. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu auparavant, elle est bénéfique, car elle vous permet de réparer un comportement blessant, une conduite inappropriée, un loupé. Cela vous libère et vous fait grandir. La honte. La honte est un sentiment négatif qui affecte l'estime de soi. Elle provoque en vous une impression d'infériorité, créant une perception dévalorisante de votre image personnelle. Elle renforce l'absence de confiance en soi et suscite des craintes face aux situations à venir où vous serez sous les projecteurs. Par conséquent, vous perdrez vos capacités et vous vous retrouverez encore face à une humiliation. Cela démontre un manque de tolérance à votre égard, ainsi qu'un défaut de bienveillance. C'est une façon de vous percevoir au travers du regard des autres. Vous montrez davantage de tolérance envers autrui. Alors pourquoi vous êtes-vous si sévère avec vous-même ? Vous êtes la personne que vous devez le plus chérir au monde. Pour aimer et donner, il faut d'abord vous aimer. La peur d'être jugé, les erreurs font partie de la vie. Tout le monde y a droit. Il faut dédramatiser avec dignité, par le rire. Et aussi accepter vos petites imperfections, vos faiblesses. Gardez à l'esprit que vos forces peuvent être des faiblesses pour autrui. Concentrez-vous donc sur vos compétences. La colère. La colère indique une frontière à ne pas franchir. Elle aide à s'affirmer et à obtenir le respect des autres. Par contre, il faut la recracher d'une manière ou d'une autre et savoir gérer son intensité avant qu'elle ne vous domine. Ressentir de la colère est relativement sain, puisqu'elle indique que vous réagissez pour vous défendre contre une injustice. Cela prouve que vous accordez de l'importance à votre propre personne et que vous vous respectez. Et surtout, que vous attendez des autres qu'ils vous accordent de la dignité. C'est ce que j'appelle un processus d'autodéfense. Si on se défend, c'est qu'on accorde de l'importance à sa personne et à ce que l'on ressent. C'est très bon signe. Ignorer sa colère ou tenter de la maîtriser ne sert à rien. Car tant qu'elle n'a pas été dénoncée, elle vous consumera même si vous n'en avez pas pleinement conscience. En cas de dispute avec un proche, un collègue, le silence est souvent la meilleure arme, ou une réponse brève peut suffire. Si vous ne répliquez pas, l'interlocuteur se sentira forcément démuni, ce qui aura pour effet de faire diminuer la tension. Il est donc futile de croire que celui qui a toujours le dernier mot sort vainqueur. Votre silence ici désarme l'autre et vous permet de dominer la situation conflictuelle. Si vous vous sentez blessé par certaines paroles, rien ne vous interdit d'en discuter ultérieurement, lorsque les tensions se seront apaisées. Cependant, il est inutile d'en parler immédiatement, car lors de la dispute, personne n'est à l'écoute de l'autre. En attendant de pouvoir en discuter et d'évacuer ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez aller faire un tour à la salle de sport, vous promener dans la nature, faire un câlin à votre chat, pratiquer la méditation, regarder votre série préférée, cuisiner, lire, jardiner. N'hésitez pas à écrire dans un petit carnet ce que vous ressentez pour structurer vos pensées. Plus vous aborderez le sujet avec sérénité, plus votre interlocuteur sera à l'écoute. Avez-vous remarqué que lorsque vous élevez la voix, la personne en face s'exclame encore plus fort, alors qu'en conversant doucement et calmement, l'autre écoute attentivement et répond sur le même registre ? Hurler ne sert à rien. Si vous voulez de l'attention, parlez doucement. Obligez l'autre à tendre l'oreille. Souvenez-vous que nous sommes tous, à un moment donné, en contact avec des individus qui nous nuisent, nous trahissent ou nous blessent.
Diverses personnes peuvent nous décevoir, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un membre de notre famille, de notre conjoint, ou même d'un voisin ou d'un commerçant. Dans tous les cas, cela provoque en nous de la colère, de la frustration, de la rumination, et donc une réaction violente qui finalement nous consume et draine notre énergie. On souhaite se venger, blesser autant que nous l'avons été. Toutefois, cette colère que nous éprouvons pour l'autre, quelle que soit sa manifestation, passe d'abord par nous. La première personne qu'elle abîme, c'est nous. Donc nous ne pouvons, certes, pas maîtriser les actions des autres, mais nous avons la capacité de gérer notre réaction face à leurs attaques. Il arrive aussi que vous ressentiez une injustice et que vous souhaitiez, bien entendu, l'exprimer et plus particulièrement à la personne responsable. Ici, je vais citer des exemples pour que cela soit plus parlant. Une de mes consultantes a saisi les prud'hommes parce que son employeur avait, du jour au lendemain, choisi de l'affecter à un poste fictif, prétextant cela pour arrêter le versement de sa prime mensuelle. Au départ, elle avait envoyé un mail, suivi d'une lettre recommandée, puis elle avait contacté les syndicats et l'inspection du travail avant d'en arriver à cette étape. En l'absence de réponse, elle n'avait pas eu d'autre choix que de s'en remettre à la justice. La décision a été en faveur de la plaignante entraînant la condamnation de l'entreprise à rembourser 13 000 € de prime ainsi que les frais liés à la procédure. Peu après, elle a reçu un courriel du directeur des ressources humaines, lui confirmant que le versement aurait lieu le mois prochain. En outre, il indiquait subtilement qu'il s'agissait d'une bienveillance de sa part. Il soutenait son discours en précisant que cette prime lui avait été enlevée en 2010 parce qu'elle avait décliné une offre de poste en 2013. Il avait bien sûr mis une dizaine de personnes en copie de son courriel. Ma consultante a éprouvé de la colère, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce n'était pas une faveur, mais une décision de justice qui le contraignait à rembourser cette prime. Ensuite parce qu'en raison de ses problèmes de santé, la médecine du travail avait déclaré le poste proposé non valable, ce qui signifie qu'elle ne l'avait pas réellement refusé. Et pour finir, les dates. La prime avait été retirée en 2010, alors que le poste censé avoir été refusé datait de 2013. Il va sans dire que la mauvaise foi est évidente. Elle tenait absolument à rétablir la vérité. En effet, c'était son droit, et elle avait même l'obligation pour elle-même de la rétablir. Ma première recommandation a été de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le DRH se comportait ainsi. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés est qu'il avait été probablement vexé par cette condamnation, qui avait sûrement été remarquée au sein de l'entreprise, et pour laquelle il avait sans doute dû s'expliquer. Son ego avait été blessé et il tentait de se justifier devant ses collègues tout en cherchant à se venger en humiliant et discréditant ma consultante. Je l'ai donc invité à lui répondre poliment, mais en lui rappelant qu'il ne faisait qu'appliquer une décision de justice. Je lui ai conseillé d'inclure en pièce jointe la décision du tribunal à des fins de référence. Ensuite, je lui ai suggéré de préciser que le poste en question n'avait pas été rejeté, mais qu'il avait été invalidé par la médecine du travail et de lui rappeler que l'employeur doit prendre en considération les inaptitudes des employés avant de leur offrir un poste. Enfin, je lui ai suggéré de mettre en avant, de manière courtoise, mais avec une touche d'ironie, les dates qu'il reprend lui-même dans son courriel. Il soutenait en effet qu'en 2010, il avait déjà anticipé qu'en 2013, elle n'accepterait pas une proposition de poste. Voilà pourquoi, selon lui, il aurait arrêté de verser cette prime 3 ans auparavant. Évidemment, je lui avais suggéré d'envoyer le mail au même destinataire qu'il avait initialement mis en copie. Ainsi, elle faisait preuve de respect envers elle-même et s'assurait d'être respectée en clarifiant la situation. Avoir une position hiérarchique ne donne pas le droit d'exploiter cette supériorité pour humilier un salarié ou faire preuve d'irrespect. N'oubliez pas que, bien que vous ayez l'obligation de respecter vos supérieurs, il est important qu'ils vous rendent également ce respect. Cela constitue un devoir. Il ne faut pas hésiter à le leur signaler s'ils vont trop loin. Lorsqu'une personne cherche à vous dévaloriser, vous adresse mesquinement des piques, des petites attaques, devant les autres pour rehausser son estime personnelle, il est tout à fait acceptable de lui dire « Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je vous remercierai de bien vouloir changer de ton. Cela ne vous autorise pas à être humiliant. Vous n'avez pas à me parler de cette manière. L'image que vous avez de vous doit être bien petite pour que vous ayez besoin d'écraser les autres pour vous rassurer. Mais quelles sont vos intentions en disant cela? Vous vous sentez mieux maintenant que c'est sorti? » Une de mes consultantes et sa mère attendaient un train TER en vue de se rendre dans une ville située à 1 heure de chez elles pour des formalités en mairie. Elles avaient convenu d'un rendez-vous, ce qui signifiait qu'elles étaient attendues. Le train TER a finalement été annoncé avec 1 heure de retard, entraînant ainsi l'impossibilité d'honorer le rendez-vous. Néanmoins, un TGV a fait son entrée en gare à ce moment-là. Il assurait la liaison avec la ville vers laquelle elles allaient. Naturellement, ma consultante, qui travaille aussi pour la compagnie ferroviaire, est allée voir un des 2 contrôleurs du TGV situé sur le quai. Elle possédait des billets, mais n'avait pas de réservation pour prendre leur train. Elle a donc sollicité la permission de monter à bord. Elle n'a demandé aucune faveur, ce qui comprend que les contrôleurs pouvaient parfaitement régulariser sa situation et celle de sa mère pendant le trajet. Le contrôleur lui a permis d'entrer dans le train.
Elles se sont alors installées là où des sièges étaient disponibles. Peu de temps après avoir quitté la gare, la contrôleuse est arrivée avec colère, en leur reprochant que ne pas avoir de réservation équivalait à ne pas avoir d'assurance, tout en insistant sur le fait qu'elle ne pouvait pas laisser la situation telle qu'elle. Alors, ma consultante a présenté sa carte bleue pour payer ses réservations, mais la contrôleuse a opposé un refus, tout en lui criant dessus devant les autres passagers pour qu'ils soient témoins. Elle a même eu l'audace de suggérer que sa carte de cheminote pouvait être contrefaite. La maman de ma consultante a alors rétorqué que cela relevait de la mauvaise foi, en précisant que la contrôleuse venait d'utiliser une machine pour la valider, ce qui excluait toute possibilité de falsification ou de vol, car l'appareil le lui aurait indiqué. À ce moment-là, la contrôleuse a adopté une attitude très théâtrale, en se plaignant d'avoir été la cible d'un outrage de la part de la maman. Elle a ensuite menacé ma consultante de lui confisquer sa carte de cheminote et de rédiger un rapport pour qu'elle lui soit suspendue pendant 6 mois, sauf si elle et sa mère descendaient à la gare suivante. La consultante et sa mère ont alors opté pour la paix en descendant à la gare suivante et en prenant le TER qu'elles devaient prendre à l'origine, même s'il était en retard. Les raisons de la colère de ma consultante étaient multiples. Premièrement, la réglementation impose qu'un contrôleur qui accepte un passager doit s'assurer de le conduire jusqu'à son lieu de destination finale. Autrement dit, il n'est absolument pas permis de forcer un voyageur à descendre dans une gare avant sa destination, quelle que soit sa situation, sauf si la police est là. Deuxièmement, la contrôleuse a refusé que ma consultante paie. Elle a mis en doute l'authenticité de sa carte avec une mauvaise foi déconcertante. Elle a tout mis en œuvre pour l'humilier devant les autres voyageurs et l'a menacé de lui retirer sa carte, bien que cela n'était pas justifié par la situation. Troisièmement, la contrôleuse a exercé du chantage afin qu'elle quitte le train. Pour conclure, la maman de la consultante, fraîchement opérée du cœur, a eu un léger malaise à la gare en raison du stress. C'est tout simplement un abus de pouvoir. Mais c'est aussi une agression. Rien ne justifie que cette agente s'adresse à un passager tel qu'il soit, de cette manière. La consultante avait choisi de ne pas répondre, car elle avait compris que la contrôleuse n'attendait que cela pour lui faire retirer sa carte. C'est sûrement la raison pour laquelle elle prenait les voyageurs à témoin. Elle a fait le bon choix en ne répondant pas. Pourtant, les témoins descendus à la même gare que ma consultante et sa mère sont allés les retrouver pour partager leur indignation. 2 d'entre eux ont même laissé leur téléphone prêt à témoigner qu'elles avaient vraiment été agressées par la contrôleuse. Par conséquent, son public n'a pas été convaincu et c'est elle qui a fini par se ridiculiser. Ensemble, nous avons travaillé sur les motivations de cette contrôleuse. Il semblerait qu'elle occupait le poste de chef de bord titulaire, et que son collègue aurait dû obtenir son approbation avant de permettre à ma consultante et à sa mère d'accéder au train. Cependant, la règle veut qu'on ne revienne jamais sur la décision d'un collègue pour ne pas le discréditer. Il ne fait aucun doute que la contrôleuse n'a pas accepté que l'on dépasse son autorité. Elle était frustrée parce qu'elle ne pouvait pas revenir sur le choix fait par son collègue, qui n'avait pas informé ma consultante que l'accès au TGV nécessitait de s'acquitter de la réservation. C'est pourquoi elle a refusé sa proposition de paiement. Cependant, elle a pu apaiser sa colère en faisant une remontrance publique à ma consultante et à sa mère pendant 25 minutes. Il ne s'agit en réalité que d'une crise d'autorité. Et une fois de plus, c'est une question d'ego. Ma consultante a éprouvé des difficultés à se libérer de sa colère. Je lui ai alors suggéré de s'exprimer sur papier en relatant les événements, ses émotions, ainsi que ce qu'elle aurait souhaité dire ou faire, et d'expliquer en quoi finalement, sa décision de quitter le train et de ne pas répondre était la plus raisonnable. Il convenait également de souligner comment la contrôleuse s'est révélée ridicule, notamment à travers les réactions des autres passagers qui lui ont apporté leur soutien. Mais cela n'a pas suffi. Alors je lui ai proposé de transférer sa colère à quelqu'un d'autre. C'est la stratégie que j'appelle « je dépose ça là et je m'en vais ». Cette technique consiste à mettre les autres devant leurs responsabilités. Je lui ai donc proposé de raconter dans un courrier tout ce qui s'est passé ce jour-là, en indiquant la date, l'heure et le numéro du train et en respectant la chronologie des événements. D'évoquer les répercussions, en particulier l'intervention des secours pour sa mère. Puis comme elle est elle-même cheminote, d'adresser cette lettre à la direction de la contrôleuse en joignant copie des billets des trains et les numéros de téléphone des témoins. Ainsi, en décrivant la situation par écrit, cela lui a permis de l'évacuer et en envoyant la lettre à la direction de la contrôleuse, elle s'en est débarrassée et a mis ses chefs devant leurs responsabilités. C'était à eux ensuite de décider s'ils voulaient sanctionner ou non, ainsi que de rappeler à l'agente la réglementation ou pas. Dans tous les cas, elle avait manifesté son mécontentement, dénoncé une injustice. Le reste ne lui appartenait plus. Il s'est avéré que 2 mois plus tard, elle a reçu une lettre d'excuse. Cependant, même sans retour, en agissant ainsi, elle s'était accordé un droit de réponse. Après cela, les personnes en face faisaient ce qu'elles voulaient, ce n'était plus de son ressort. Elle s'était déchargée de ce poids dès la lettre postée. Il est à noter qu'il est très mal perçu de dénoncer un collègue, en particulier parmi les cheminots qualifiés de « roulants ». Clarifions la situation. Est-il acceptable d'agresser un collègue? La loi du silence justifie-t-elle le mépris et l'humiliation? Peut-elle, dans un autre contexte, légitimer le harcèlement moral ou sexuel?
C'est la contrôleuse qui a initié les hostilités et qui a agi de manière inappropriée. Dès que l'intégrité de la consultante a été atteinte, entraînant en elle des émotions négatives, dès que la santé de sa maman a été exposée, elle avait le droit de faire état de cette injustice. 3. Une de mes consultantes était locataire depuis 3 ans dans une maison. Son contrat de location précisait que les charges étaient comprises dans le loyer et ajustées une fois par an, à la date anniversaire de son emménagement. Pendant 3 ans, son propriétaire a systématiquement refusé de lui présenter les factures sur charge, malgré ses nombreuses sollicitations. Elle a été contrainte de faire appel à un avocat, lequel a rédigé un courrier à l'agence de location en mentionnant les dispositions légales en vigueur. Elle a en premier lieu obtenu un relevé écrit, élaboré par le propriétaire, toutefois sans accompagnement de facture. Un autre courrier de l'avocat a finalement permis d'obtenir ces documents. En épluchant ces factures, elle et sa voisine ont remarqué que le propriétaire avait réalisé un bénéfice sur charge de 600 € pour ma consultante et de 900 € pour sa voisine. Ceci est illégal, car les charges sont au réel. Ma consultante a donc envoyé un courrier recommandé pour préciser qu'elle procéderait à la régularisation du loyer le mois suivant. Elle a ainsi soustrait ces 600 € sur le montant de son loyer. Cependant, l'agence a jugé qu'il s'agissait d'un impayé et lui a envoyé des lettres de relance. 2 mois plus tard, à son retour d'une semaine chez son fils, elle a découvert que son habitation avait été mise scellée par un huissier. Le motif invoqué était l'abandon de domicile. Elle a découvert que l'huissier, accompagné de son propriétaire, était entré chez elle, avait mis ses chiens à l'abri dans la cave où sa voisine leur donnait à manger, et avait procédé à un inventaire de ses meubles, avec la présence de 2 autres locataires du propriétaire. Alors là, tout est illégal. Avant de procéder à un abandon de domicile et à une demande au juge de reprise du logement, il est nécessaire d'envoyer un commandement de payer par l'intermédiaire d'un huissier et de laisser un délai de 2 mois pour obtenir une réponse. En général, il est également requis de fournir une preuve que le logement demeure assuré. Lorsqu'il pénètre dans le logement, l'huissier doit être assisté de gendarmes, de membres de la mairie ou de personnes impartiales. Le propriétaire n'a pas droit d'être présent. En l'occurrence, le propriétaire est rentré, et les témoins étaient ses locataires, ce qui les rendait non neutres. On constate une violation de domicile accompagnée d'une expulsion, sans jugement, visant une personne de plus de 70 ans en pleine saison hivernale. La colère de ma consultante peut parfaitement se comprendre. Elle a immédiatement réagi en contactant l'agence de location, le propriétaire et l'huissier afin de contester cette procédure, accompagnant sa démarche de justificatifs tels que ses factures d'eau, d'électricité et d'assurance en cours et de quelques textes de loi. Elle a aussi mentionné que ses chiens étaient là pendant l'intrusion et que si l'huissier avait réellement cru que le logement était inoccupé, il aurait dû prévenir une association. Cela démontre donc clairement sa mauvaise foi. Elle n'a reçu aucune réponse, à l'exception de celle de l'huissier qui, avec une arrogance incroyable, défend la validité de la procédure. Il lui annonce même qu'il va bientôt saisir le loyer sur sa retraite ainsi que ses honoraires. Elle a donc prévenu la préfecture et la mairie, tout en déposant une plainte contre son propriétaire qui est l'initiateur de cette expulsion. Elle a gagné tous ses procès contre son propriétaire. Cependant, elle était toujours en colère contre l'huissier de justice, qui a permis cela alors qu'il est censé connaître la législation et les étapes pour les procédures d'expulsion et de reprise de logement. Par ailleurs, elle n'arrivait pas à digérer ses courriers hautains, au sujet desquels il se vantait d'avoir agi selon la loi en vigueur, alors que, 2 ans plus tard, la justice a statué en déclarant le contraire. C'était clairement une façon de la faire douter et de l'intimider. Un abus de pouvoir commis par un individu assermenté, dont le rôle est pourtant de veiller au respect de la loi. Elle voulait déposer plainte contre lui aussi. Je l'ai cependant invitée à bien réfléchir, car une procédure peut s'étendre sur plusieurs années, durant lesquelles elle allait rester engluée dans cette affaire et dans cette atmosphère négative. Par ailleurs, il est souvent observé que les hommes de loi se protègent entre eux, donc rien n'était garanti à l'avance. Il était possible aussi que, même s'il avait été jugé responsable et contraint de verser des indemnités, son assurance aurait couvert les frais, ce qui aurait minimisé l'impact sur lui. Mais je lui ai recommandé de mettre une fessée à son ego, qui apparemment est surdimensionné et pour cela de dénoncer son attitude à la Chambre régionale des commissaires de justice. La fameuse stratégie « je dépose ça là et je m'en vais ». J'ai constaté en effet que lorsque les individus signalent le comportement de leur avocat au bâtonnier, ces derniers n'apprécient pas du tout, au point de le faire savoir, mais cela a pour avantage qu'ils changent d'attitude. Ces personnes, lorsqu'elles sont entre elles, aiment se congratuler, briller, caresser leur vanité et se livrer à toutes ces autres mondanités. Elles adorent se caresser l'ego lors de leurs petites soirées d'entre-soi. Par conséquent, elles n'apprécient pas lorsque leurs méthodes sont mises en lumière devant leur père. Elle n'a pas reçu de réponse de la chambre régionale, alors qu'elle est obligée de réagir. Cela montre qu'ils se protègent mutuellement. Toutefois, indépendamment de ce qui se passe en coulisses, le zèle de l'huissier a été exposé et manifestement, cela ne lui a pas plu. En effet, l'avocate représentant le propriétaire de ma consultante a signalé dans ses conclusions destinées au juge, des lettres malveillantes écrites contre l'huissier, envoyées par ma consultante à la Chambre régionale des commissaires de justice.
La partie adverse a effectivement inclus dans ces pièces une copie, un courriel de la chambre régionale envoyé à l'huissier, dans lequel elle sollicite des éclaircissements en raison de la plainte déposée par ma consultante. L'huissier a donc bien eu connaissance d'un signalement et ses confrères lui ont demandé des explications. Le juge n'a pas retenu la malveillance contre ma consultante et a, au contraire, déclaré que la plainte auprès de la chambre régionale était justifiée puisque la procédure était illégale. Dans les 3 cas ici décrits, la colère a trouvé son apaisement à travers l'action. Ces personnes avaient besoin de dénoncer l'injustice et de pointer le doigt sur le coupable pour se libérer de cette tension. Retenez bien qu'insulter ou agresser quelqu'un n'est pas une méthode constructive. Il existe d'autres façons pour faire éclater la vérité, se rendre justice, notamment en mettant d'autres personnes au centre du conflit. De plus, en vous comportant de manière appropriée, vous gagnerez en crédibilité et serez écouté. Il est courant d'entendre des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été victimes de violences dans leur jeunesse. Ils portent ce fardeau en silence pendant des décennies. Cependant, il arrive un moment où cela devient insupportable, car cela les ronge, les rattrape, les empêche d'avancer et perturbe le bon déroulement de leur existence. Il arrive aussi que dans ces situations l'accompagnement d'un spécialiste ne soit pas suffisant. Ces individus éprouvent alors le besoin que la vérité soit révélée et que celui qui est responsable soit identifié. À ce stade, ils choisissent de faire appel à un intervenant externe, la justice. Cela leur permet de se libérer de ce poids. C'est le début de la guérison. Effectivement, cela aide à verbaliser la souffrance. Mais aussi, cela offre surtout la possibilité de mettre en lumière celui qui est en cause. Après, c'est à la justice d'effectuer son travail. C'est une façon de remettre son fardeau à un autre. Donc le recours d'un tiers est parfois nécessaire. Être reconnu comme une victime peut faciliter le processus de guérison. Il ne faut jamais sous-estimer les blessures d'injustice. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais réprimer sa colère ni sa douleur, car celles-ci ne disparaissent jamais d'elles-mêmes. Évitez de répondre sous le coup de la colère. Accordez-vous du temps pour assimiler les informations et choisir les mots appropriés. Évitez de répondre à un SMS ou un mail lorsque vous êtes en colère, car vos réactions impulsives pourraient engendrer des propos que vous pourriez regretter par la suite. Prenez le temps de laisser retomber vos émotions avant de répondre de manière claire et adéquate. Je suggère d'éviter les discussions orales et de privilégier les communications écrites. Les écrits laissent des traces, et il ne sera pas possible de vous prêter des paroles insultantes ou menaçantes que vous n'aurez pas prononcées. En outre, cela vous permet de vous relire avant de les envoyer. Il convient de souligner que, pour le 3e exemple, ma consultante a identifié 2 autres individus sur les réseaux sociaux qui ont également été affectés par cet huissier. Dans un premier exemple, un locataire avait eu la malchance de signaler que le propriétaire et ses amis, chasseurs, venaient chasser près de sa maison, à seulement 20 mètres, et avaient même tué son chat. Le propriétaire s'était rendu chez lui pour le menacer et le pousser à déménager rapidement. En réponse, le locataire avait indiqué qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour financer un déménagement ainsi que les frais d'agence. Et à ce titre, il a annoncé qu'il ne réglerait pas le dernier mois, qui serait de toute façon couvert par la caution qu'il avait versée à son arrivée dans les lieux. Le jour où il a déménagé, il a effectué un premier trajet en camion. Cependant, en revenant 3 heures plus tard, pour un deuxième voyage, il a découvert que la serrure avait été remplacée. C'est le même huissier qui avait pris ces mesures sans avoir préalablement respecté les étapes nécessaires ni même obtenu un éventuel jugement. Après avoir forcé la serrure, le locataire a terminé son déménagement et le propriétaire n'a jamais signalé l'incident, tenant compte du caractère illégal de sa démarche. L'huissier avait de nouveau fait preuve d'une arrogance remarquable dans ses échanges de courrier. Le deuxième exemple concerne un jeune couple qui a perdu son emploi en raison de la crise Covid, ce qui les a conduits à ne plus pouvoir payer leur loyer. Un tribunal avait approuvé leur expulsion, mais ils disposaient d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de l'huissier pour quitter leur logement. Pendant ces 2 mois, aucune action n'était possible. Le couple a trouvé un travail et un logement à 500 km de là. Un premier voyage a eu lieu, et le deuxième était prévu pour le week-end suivant. Cependant, l'huissier a mis des scellés sur la maison entre-temps en mentionnant une fois de plus l'abandon du domicile. Et encore une fois par courrier, il maintient la régularité de la procédure. Dans ces 2 situations, le comportement de l'huissier de justice avait été soumis par courrier à la Chambre régionale des commissaires de justice, accompagné de l'ensemble des documents justificatifs. Et là encore, aucune sanction. Cependant, il y a des traces et un jour, il y aura la fois de trop. Il finira par être impossible de le protéger indéfiniment, et à un moment donné, une personne intègre qui pensera qu'il nuit à la profession finira par demander sa radiation. Ce n'est qu'une affaire de temps. En exposant les faits, ma consultante a participé à sa chute. Une fois que tout ce qui devait être accompli a été réalisé, elle n'avait plus qu'à passer à autre chose et laisser le destin faire sa part de travail. Attention toutefois à ne pas confondre désir de vengeance et besoin de justice. La vengeance est une attitude mesquine, elle consiste à recourir à la violence pour blesser ceux qui nous ont fait du mal. C'est se rabaisser à leur niveau et accentuer l'agressivité.
En outre, cela empêche les protagonistes de saisir la gravité et des conséquences de leur comportement. À part la négativité, il n'y a aucun enseignement à retenir par la vengeance. La justice consiste à officialiser, par une autorité ou un tiers, vos droits, votre dignité et les préjudices que vous avez subis. Elle vise à confronter l'adversaire à ses comportements abusifs. 4. Une consultante avait tragiquement perdu son mari, qui s'était suicidé en se tirant une balle dans le cœur. C'est elle qui l'avait découvert à son retour du travail dans leur maison. Son époux possédait divers investissements financiers, une société, plusieurs appartements et tous ses comptes, y compris son compte courant, étaient regroupés dans la même banque. Peu après le décès, le conseiller financier de la banque n'avait pas tardé à contacter ma consultante pour qu'elle investisse l'argent de son mari dans cet établissement et qu'elle explore différentes options de placement. Les appels se sont interrompus lorsqu'elle a dit oui pour un rendez-vous, qui s'est tenu environ 1 mois et demi après le décès. Ces placements, effectués sous pression, avaient entraîné une perte de 66 000 € pour ma consultante. Elle avait fini par saisir la justice pour abus de vulnérabilité. Cependant, la juge avait rejeté ses demandes en se basant sur le fait que la plaignante n'avait pas fourni de preuves concernant son état psychologique au moment de la signature des contrats, pourtant tous signés 1 mois et demi après la tragédie. Ma consultante pensait, en effet, pouvoir faire face à cette épreuve sans assistance extérieure. Cependant, n'y réussissant pas, elle avait finalement décidé de solliciter l'aide d'un professionnel 18 mois après le décès. Cependant, ce qui l'avait mise en colère, c'est que la juge ne semblait pas être en mesure d'imaginer, ne serait-ce qu'un instant, le traumatisme que représente la perte d'un époux, surtout dans le cas d'un suicide, ni l'impact émotionnel de découvrir son corps avec une balle dans le cœur. La première réponse de ma consultante a consisté à faire appel, et cette fois, elle a été entendue et a pu obtenir justice. Cependant, elle a ressenti à cette même époque une colère immense à l'égard de la juge. Je crois qu'à un moment, il faut prendre les choses avec hauteur. Tout d'abord, j'ai remarqué qu'en matière de justice, il est souvent nécessaire de lutter contre son propre avocat afin qu'il rédige des conclusions qui relèvent correctement des faits, car il a tendance à les rédiger à la dernière minute. En outre, il est essentiel que les conclusions soient brèves, car le juge risque de ne pas les lire en raison du temps limité dont il dispose. En d'autres termes, il est évident que, dans de nombreux cas, le travail est réalisé à la va-vite et que bien des jugements ne sont en rien équitables. C'est le système qui présente des dysfonctionnements, mais cela ne remet pas en cause le caractère de victime de ma consultante. La juge n'est pas détentrice de la vérité absolue. Son jugement ne représente pas nécessairement la vérité, c'est simplement la sienne. Cependant, aux yeux de l'univers, la vérité est bien différente. Ma consultante le savait au fond d'elle. Elle connaissait sa souffrance et elle savait que la banque en avait tiré parti. La vérité était enracinée au plus profond d'elle-même. De plus, en justice, ce n'est pas toujours la vérité qui triomphe. Dans les deux camps, on retrouve fondamentalement les mêmes pièces, et c'est le scénario le plus convaincant autour de ces mêmes éléments qui est privilégié. Donc, en réalité, c'est le meilleur conteur qui gagne. Gardons à l'esprit que même si la justice devrait être basée sur des faits, les juges jugent fréquemment selon leurs propres émotions, expériences et points de vue. La justice est rendue par des êtres humains, avec toutes les émotions qui en découlent. Était-il vraiment indispensable de fournir des preuves de l'impact que cette tragédie pouvait avoir sur les émotions de la veuve ? Cette juge, si elle n'est pas en mesure de concevoir la souffrance sans qu'on ne lui en fournisse la preuve, est probablement dépourvue d'empathie. Cela signifie que même la joie lui est étrangère. Il existe des personnes sans émotion qui simulent des sentiments afin de se mêler à la masse. Il y a des gens qui prennent même plaisir à faire du mal. Ils ne sont pas tous enfermés, certains peuvent être vos collègues, membres de la famille ou voisins. Certaines personnes ne vibrent pas. Il est fort possible que l'électrocardiogramme de cette juge soit plat. Elle est déjà morte, que lui souhaiter de pire ? Ce que je pouvais uniquement suggérer à cette dame, c'était de laisser la juge se perdre dans ses propres ténèbres et de privilégier la lumière. 5. Pour finir, une de mes consultantes avait pour habitude de faire des photocopies dans une grande enseigne. Elle en faisait tellement qu'elle avait une carte. Écrivant des livres, elle était bien connue de l'ensemble du personnel. Un jour, alors qu'elle était en train de faire ses photocopies, une jeune femme s'est placée juste derrière elle et lui demandait constamment si elle en avait encore pour longtemps. À maintes reprises, ma consultante lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas lui répondre en raison de la lenteur de la photocopieuse. Néanmoins, la jeune fille restait collée derrière elle, si bien que dans ses mouvements, ma consultante se retrouvait sans le vouloir à lui donner régulièrement de légers coups de coude. De plus, elle regardait les documents de ma consultante qui étaient confidentiels et montrait fréquemment les documents en posant la question suivante. Que vous reste-t-il encore à accomplir sur ce lot ? Ma consultante lui a finalement fait savoir qu'elle la gênait, en précisant que ces questions entravaient son travail, la ralentissant ainsi. Elle lui a demandé également de bien vouloir reculer, car ces documents étaient confidentiels. En agissant ainsi, elle était consciente que cela allait provoquer des tensions, car elle avait vite perçu que cette jeune fille était agressive. Mais elle était extrêmement agacée par son attitude. Sans perdre une seconde, la jeune fille s'est mise à l'insulter, à lui donner des coups de tête et à lui cracher en plein visage.
Ma consultante a élevé la voix pour appeler à l'aide. Le vendeur s'est présenté et leur a demandé de se taire, car leur discussion était audible depuis l'autre bout du magasin. Ma consultante lui a précisé qu'elle faisait ses copies, cependant la jeune fille l'en empêchait. Il a déclaré que si elle ne savait pas se comporter, il les ferait toutes les deux sortir du magasin. Ensuite, il est parti en laissant la situation en l'état. La jeune fille a alors intimidé ma consultante en lui promettant de lui casser la gueule et de lui porter des coups de tournevis dans le ventre. Ma consultante a élevé la voix en demandant qu'on contacte les forces de l'ordre. Le vendeur est revenu, a pris les documents de ma consultante et a exigé qu'elles sortent toutes les deux. Il s'est magistralement débarrassé du problème en n'hésitant pas à mettre ma consultante en situation de danger. Une fois à l'extérieur, la jeune fille a suivi ma consultante jusqu'à sa voiture en tenant un tournevis dans sa main. Après 20 minutes, ma consultante, qui n'était pas apaisée, est réapparue dans le magasin pour revendiquer le remboursement de sa carte d'abonnement. Et à ce moment-là, elle a découvert la jeune fille en train de terminer ses copies. Inévitablement, ma consultante a demandé des explications, et le vendeur lui a assuré qu'il ne l'avait pas reconnue. Je vous laisse imaginer sa colère. Elle est rentrée chez elle en éprouvant un profond sentiment d'injustice et de trahison, sans oublier qu'elle a été véritablement agressée et menacée et que naturellement elle en était perturbée. La première action qu'elle a entreprise a été d'appliquer la méthode « je dépose ça là et je m'en vais ». Par courrier, adressé à la direction du magasin, elle a raconté les événements ainsi que le comportement inacceptable du personnel présent, sans oublier la mise en danger qu'elle a courue en étant expulsée du magasin avec la personne qui venait de la menacer. Elle a informé qu'elle ne viendrait plus et a sollicité le remboursement de sa carte. En réponse, elle a reçu une longue lettre d'excuses, reconnaissant qu'elle était une cliente appréciée et soulignant que le personnel n'avait jamais eu de raison de se plaindre de son attitude. On la conviait également à venir au magasin afin d'en discuter. Elle s'y est donc rendue et ils ont encore reconnu leur faute puis lui ont remboursé l'intégralité de sa carte, malgré le fait qu'il devait lui rester environ 30 copies sur les 500 au total. Quant à l'agresseuse, ma consultante aurait également voulu en découdre avec elle, mais celle-ci s'était éclipsée dans la nature. Mais là encore, il faut prendre de la hauteur. Comme je l'ai déjà répété dans les autres situations, il est nécessaire de comprendre les motivations de l'autre. Souvent, les individus agissent de cette manière en raison d'un manque d'estime de soi. La première question qu'il faut donc se poser, c'est comment une personne ordinaire peut manifester une telle agressivité dans une situation aussi banale ? Évidemment que cela cache un problème. Une colère aussi intense indique clairement qu'elle est malheureuse, aigrie. Il est probable qu'elle endure des souffrances, et dans de telles circonstances, généralement, on ne se montre pas toujours sous notre meilleur aspect. Elle cherche probablement à propager sa douleur, sa rage afin de réduire son propre fardeau. Je suis même convaincue qu'elle se dispute avec une telle intensité de manière régulière. En outre, avoir un tournevis sur soi suffit à signaler qu'elle a un problème. La seconde question: que puis-je faire pour la raisonner, la sensibiliser au mal qu'elle m'a fait ? C'est à elle d'entreprendre un travail sur elle-même. Si elle n'en est pas capable et ne progresse pas, elle sera condamnée à mener une existence moyenne, marquée par des conflits et de la négativité. Franchement, je pense qu'il serait bénéfique pour elle de recevoir du soutien. De plus, il me semble peu probable qu'elle soit sortie de cette dispute en se sentant triomphante, car si elle fait preuve d'un peu de sensibilité, elle a dû ressentir du malaise par la suite. La dernière question qu'il faut se poser: ai-je vraiment besoin de lui faire comprendre la gravité de son attitude pour tourner la page ? Quand vous êtes confronté à ce type d'agression ou à toute forme d'incivilité dans la rue, en voiture ou dans un magasin, souvenez-vous que la seule manière dont vous pouvez permettre à quelqu'un de vous blesser ou de vous offenser, c'est en accordant une trop grande importance à son opinion. Tant mieux pour elle, si la personne considère cela comme une victoire et qu'elle pense avoir eu le dernier mot. Si elle doit aboyer et se montrer agressive pour dominer, se sentir extraordinaire ou se satisfaire d'un quelconque succès, c'est pitoyable. Il ne fait aucun doute qu'il y a de fortes carences narcissiques derrière tout cela, une vie de merde, de la souffrance. Elle est donc déjà suffisamment punie. Laissez-la donc s'accrocher à ses illusions, ses propres certitudes et surtout à sa médiocrité. Si cela lui fait du bien. Pourquoi accorder de l'importance à l'opinion d'une personne que vous ne connaissez pas, un individu qui potentiellement est en difficulté psychologique, un excité qui est dans un mauvais jour ? En prêtant attention à l'opinion de ces personnes, vous vous abaissez à leur niveau. Ne tombez pas dans leurs abysses. Restez dans la lumière. Vous n'avez pas besoin de les convaincre que vous n'étiez pas en tort pour tourner la page. C'est leur donner bien trop d'importance. C'est les laisser prendre le contrôle de vos émotions. Leur faire une place dans votre vie. Ainsi, vous les autorisez à vous faire du mal. Donc, face à un conflit de cette nature, évitez de répondre, car cela vous entraînera dans le piège de l'autre. Certains se nourrissent de cela, ils ont le sentiment d'exister grâce à cela. Certains ne savent communiquer que de cette manière. Cela ne signifie pas que vous devez nécessairement l'accepter. Mais si vous pensez que la situation pourrait rapidement dégénérer, ignorez la personne. Ignorer quelqu'un n'est pas une marque de faiblesse, cela prouve simplement que cela ne vous touche pas. C'est une réponse.
Ne pas répondre aux provocations, ça dit tout à propos de l'autre et rien à propos de vous. Et c'est vous qui contrôlez la situation, car vous pouvez l'éteindre ou l'enflammer. Lorsque nous subissons une agression, un réseau dans notre cerveau limbique, associé aux émotions, s'active et nous incite à réagir de manière défensive. Si vous pensez donc devoir contre-attaquer, ne tombez pas dans les menaces et insultes. Certaines formulations peuvent être plus blessantes, cependant, elles ne doivent être utilisées que dans des contextes où vous êtes persuadé que la tension retombera vite. En effet, ne mettez jamais en péril votre intégrité physique simplement pour le plaisir de faire taire un individu malveillant. Il y a tellement plus grave dans la vie. Je n'ai pas envie de rentrer en conflit avec vous, cela ne m'intéresse pas, que j'ai autre chose à faire. Je ressens de la compassion pour vous, je vous plains. Votre existence doit être difficile pour que vous soyez autant de colère. Je vous plains, ce sont 3 mots qui claquent. Mais pourquoi vous mettre dans un tel état? Vous avez besoin d'aide et il faut consulter. Cette phrase soulage, mais elle peut énerver l'autre. Vous pouvez aussi utiliser l'humour pour désarçonner l'autre. Je n'ai pas le temps pour une dispute, repassez plus tard. Mais honnêtement, la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est pardonner. Je vous pardonne. Je ne vous en veux pas. Envoyer de l'amour, répondre en envoyant de la lumière, de la paix permet de relâcher, de décrocher. C'est un cadeau que vous vous faites avant tout, mais que vous faites aussi à l'autre. Il n'y a rien qui vous empêche de libérer les mots en colère qui sont bloqués dans votre gorge. En effet, il ne faut jamais sous-estimer la colère et l'humiliation. Notez sur une feuille vos émotions ou ce que vous auriez souhaité lui exprimer, puis brûlez-la. En vous aventurant dans les bois, faites entendre votre colère en vous adressant directement à cette personne à voix haute et en lui révélant ce que vous avez sur le cœur. Il vaut mieux éloigner votre rage de cette façon plutôt que de vous en prendre à vos enfants, votre conjoint ou sur le premier malchanceux qui se présentera. Déposez votre colère quelque part puis passez à autre chose. Faites-le pour vous. Plus vous vous débarrassez rapidement de cette négativité, plus vite vous retrouverez le chemin de votre vie. 4. Acceptez les moments de faiblesse sans se sentir coupable. Passer par des moments difficiles, avoir des coups de blues, des moments de découragement, de déprime, est inévitable dans une vie. Il existe probablement des moments où vous vous sentez démotivé, triste ou en quête de sens dans votre existence. En effet, il arrive sûrement que, par moments, votre morale soit au plus bas sans que vous en compreniez vraiment la raison, et que vous ressentiez alors une diminution de votre motivation. Ce n'est pas grave. Vous n'avez aucune obligation d'être tout le temps au top. Dans ces moments-là, il est important d'être à l'écoute de vos émotions. N'hésitez pas à pleurer si vous en ressentez le besoin, réfugiez-vous dans le sommeil s'il vous permet de fuir. Permettez-vous de ne rien faire, de repousser vos tâches à plus tard et de vous installer confortablement devant votre série préférée si c'est ce que vous désirez. Ne luttez pas. Lâchez prise. Au sein de cette société où la concurrence et la performance dominent et où chaque chose doit aller vite, il est tout à fait naturel de ressentir le besoin de dire stop de temps en temps. Nous sommes des êtres humains dominés par nos sentiments. Parfois, nous sommes envahis d'émotions et elles doivent s'exprimer. En général, le lendemain, c'est passé. Si vous ressentez un manque d'énergie ou d'enthousiasme pendant plusieurs jours, essayez de vous demander ce qui a pu déclencher ce mal-être. Une dispute? Une mauvaise nouvelle? Une réflexion désagréable blessante? Une lassitude? Cibler l'origine vous aidera à y apporter rapidement des réponses, à relativiser. Tentez en parallèle de vous changer les idées. Passez une journée au SPA. Promenez-vous dans la nature. Engagez-vous dans une activité manuelle qui requiert votre pleine attention, comme la poterie, le dessin, l'escalade, afin que, durant ce temps, vous ne vous préoccupiez de rien d'autre. Rangez, décorez votre intérieur. Pratiquez du sport. Mangez sain. Si cela perdure au-delà de 2 semaines et que vous ressentez que votre existence bascule sous le poids d'un mal-être omniprésent, il est probable que vous soyez en proie à une dépression. Dans ce contexte, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un psychologue. Le déni vous empêchera de reconnaître l'origine du problème. En vous confrontant avec honnêteté à vos ressentis, vous serez en mesure d'identifier rapidement l'origine de votre malaise et de vous en libérer. C'est une voix intérieure qui met en évidence un élément de votre vie qui ne vous satisfait pas et c'est l'opportunité d'explorer un autre chemin. Plus vous vous rétablirez rapidement, plus vous pourrez avancer sur la voie que vous désirez suivre. Faites attention à ne pas prendre de décision lorsque vous êtes dans un état de mal-être, car vous pourriez minimiser vos capacités, vos valeurs et vos forces. Ne vous laissez pas influencer par des personnes extérieures qui pourraient vous détourner de vos buts. Nous côtoyons tous des personnes qui prétendent être de nos amis, mais qui ne sont pas véritablement honnêtes avec nous. Ils nous mentent pour nous épater, nous écraser, ils se mettent en compétition avec nous. L'amitié n'est pas un rapport de force. Ces individus, bien souvent, ne peuvent pas accepter que vous puissiez briller plus qu'eux. Ils feignent d'être contents de vos réussites tout en grinçant des dents, et ils n'hésiteront pas à vous démoraliser dans vos ambitions, prétextant être vos amis et vouloir uniquement votre bien. Vous les connaissez ceux-là. Et vous avez une propension à faire preuve d'une grande indulgence à leur égard. Une amitié ne peut pas s'établir sur une telle base.
Elle doit être véritable et sans artifice. Prenez donc de la distance avec ces individus. De toute manière, si vous réussissez, ils choisiront de s'en aller d'eux-mêmes ou resteront à guetter votre échec. Bien souvent, ceux-là ne s'aiment pas eux-mêmes. Comme tout à chacun, vous avez droit à l'extraordinaire et personne n'a le droit de vous dire le contraire. Surtout pas ceux qui affirment être de vos amis. Si vous êtes de nature très bienveillante, certains n'hésiteront pas à tirer parti de cette qualité et tenteront de vous manipuler. Une fois que vous aurez pris la décision de suivre votre propre chemin, soyez prêt à être écarté et rejeté par ceux qui ne réussiront pas à vous influencer. Si vous souhaitez construire quelque chose, préparez-vous aussi à être critiqué. Acceptez de ne pas être aimé de tout le monde. C'est important d'être ambitieux pour soi. Il faut vous choisir par-dessus tout. Retenez bien que vous cherchent aussi et que les véritables amis sont ceux qui vous tiennent la main pendant le voyage. Ce sont les personnes qui vous soutiennent pour vous relancer dans les moments de découragement. 6. Choisissez votre entourage. Je ne me concentrerai pas sur les individus qui vous sont imposés, en particulier vos collègues de travail, votre hiérarchie et les membres de votre famille. Je vais principalement me concentrer sur les personnes que vous choisissez, c'est-à-dire vos amis et surtout votre partenaire. Se connaître pleinement et être épanoui sont des atouts pour sélectionner le bon cercle social. Prioritairement, on doit apprendre à s'aimer, à se valoriser et à se contenter de soi-même. L'autre ne doit pas être là pour combler un vide, c'est un cadeau que l'on se fait, c'est la cerise sur le gâteau. À retenir. Quelqu'un qui tient vraiment à vous ne se mettra jamais dans une position qui pourrait entraîner le risque de vous perdre. Elle doit prendre soin de votre relation. C'est en étant authentique que vous trouverez le partenaire amoureux et les amis qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Laissez derrière vous, et ne plus vous investir dans une relation que vous soutenez seul, pour une personne qui ne fournit aucun effort et qui ne s'engage pas. Vous devez reconnaître que vous ne pouvez pas transformer les autres. Ne pas s'engager avec quelqu'un dans l'espoir de le modifier. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à éprouver de l'amour pour vous simplement en lui donnant 2 fois plus d'affection et en multipliant les attentions. Cela ne constitue pas une véritable relation. En agissant de cette manière, vous vous dévaluez et ternissez votre estime personnelle. Refusez de supplier pour avoir de l'attention. L'amitié comme l'amour ne se quémandent pas. Ne pas vous imposer aux personnes qui vous rejettent, vous blessent, vous rabaissent. Chercher à faire partie de l'entourage de ceux qui vous rejettent peut nuire à votre estime personnelle. Vous devez enrichir leur existence, tout comme ils enrichissent la vôtre, que ce soit en amitié ou en tant que partenaire. Il doit y avoir réciprocité. La relation ne doit pas être perçue comme un combat. Vous n'êtes pas un abreuvoir, refusez d'être la bouée de secours comme la dernière option. Refusez les relations cycliques, en d'autres termes celles qui reposent sur des ruptures puis des réconciliations, ainsi que sur des émotions conflictuelles telles que l'amour puis la haine ou encore celles où l'on se teste en permanence, notamment par le biais de la jalousie. Cela ne provoque que de la souffrance et, en général, cela se termine mal. Évitez de déclencher ou de tolérer une relation fondée sur l'indifférence, comme ne pas répondre immédiatement à un message, laisser un certain temps passer pour donner l'impression qu'on n'est pas disponible pour l'autre. Ces relations sont malsaines. Un lien équilibré avec des individus bienveillants ne donne pas naissance à ce type de circonstances. Aimer, rejeter en permanence, sont des techniques visant à instaurer un sentiment de manque, c'est un comportement nocif qui, tel un piège, vous entraîne dans une forme de dépendance. Refusez cela. Si la dynamique de la relation repose sur un jeu de séduction incessant et qu'il n'y a pas de progression vers une véritable installation de vie de couple, il est préférable d'abandonner. Si vous vous agrippez à quelqu'un sans que l'autre personne le fasse en retour, cela révèle en général une problématique plus profonde en vous, et l'autre devient alors une sorte de compensation. Si vous donnez l'impression d'attendre l'autre, il/elle ne réalisera jamais qu'il/elle risque de vous perdre et il/elle continuera à agir de manière blessante envers vous. Votre amour, votre amitié ne sont pas acquis. On doit vous mériter. Certaines choses ne peuvent pas être compromises. Souvent, nous reléguons au second plan nos attentes et nos ambitions, créant ainsi une relation qui est, dès le départ, prédestinée à l'échec. Afin que votre relation amoureuse résiste à l'épreuve du temps, continuez à faire ce que vous faisiez au début, de courtiser, de prendre soin, de séduire l'autre, de lui fixer des rendez-vous, de l'écouter pour de vrai. Accorder une seconde chance à quelqu'un doit toujours être soumis à des conditions. Il est important d'exprimer clairement vos attentes pour ce nouveau chapitre. Identifiez ce que vous voulez de différent et établissez des frontières. Veillez à ce que la personne ait clairement reconnu et assimilé les reproches que vous lui adressez. Si l'ancien comportement revient au galop, mettez fin à la mascarade au plus vite. Dans le cas où une personne exprime le besoin d'une pause ou d'une séparation, il est important d'accepter sa décision. Si vous refusez, cela aura un effet négatif à tout point de vue. De toute façon, elle le fera quand même. Si vous pardonnez trop souvent, il faut passer à autre chose. Évitez de rechercher la perfection, tant chez vous que chez les autres. Acceptez les individus tels qu'ils sont et offrez-leur une place dans votre vie en fonction de leur véritable nature. Être capable de s'excuser. Vous devez accepter que vous pouvez aussi avoir tort.
Ne pas vouloir avoir raison à tout prix. Acceptez qu'il y a des moments où l'amour ne règle pas tout et qui n'est pas toujours suffisant. Si vous n'arrivez pas à surmonter vos difficultés, que cela entraîne des souffrances pour les deux parties ou provoque des conflits, c'est probablement parce qu'il n'y a pas d'écoute mutuelle ou que les attentes ne sont pas alignées. Si vous êtes si épris que vous n'arrivez pas à partir, mais que la situation devient trop complexe pour demeurer, il faut agir et partir. Que ce soit avec un partenaire ou un ami, aimer signifie se laisser aller, faire preuve de confiance et s'appuyer sur l'autre. Si vous vous sentez obligé d'interpréter constamment ces silences, vous risquez de vous tromper, de vous culpabiliser, de devenir paranoïaque, ce qui alourdira votre charge mentale, votre estime de vous et creusera un fossé entre l'autre et vous. Demandez clairement à l'autre de s'exprimer et arrêtez de vous imaginer des scénarios. Concentrez-vous sur des activités plus plaisantes. Si l'autre a des besoins, il saura les communiquer ou agir en conséquence. Achetez la paix en mettant un mouchoir sur vos désirs, vos émotions. N'est pas normal. Ne pas confondre concession et sacrifice. Prenez garde aux signaux que vous interprétez comme des démonstrations d'amour ou d'affection, car ils pourraient s'avérer n'être que des mirages. Ne vous mentez pas, restez toujours honnête envers vous-même. L'ami, à l'image d'un partenaire, est censé vous apporter de la force et jamais vous affaiblir. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux, et vous êtes donc en meilleure position pour déterminer ce qui est bénéfique ou nuisible pour vous. Toutes les réponses se trouvent en vous. Écoutez vos intuitions. Faites-vous confiance.